Si je te dis que je préfère Dark à Stranger Things, ça fait de moi un nom. Non. J'ai le droit de préférer On My Block et Sex Education à Stranger Things. Non. Et Close et I'll Catch Fire, je peux préférer aussi, non? Non, toujours pas. Mais t'es trop un ouf, toi, reste tranquille! Qu'est-ce que tu compares là? Messieurs, bonjour, retournons à Hawkins, Indiana pour la saison 3 de Stranger Things. Chose étrange. Retour de la série Phénomène pour ouvrir l'été sur notre plateforme. Alors moi j'ai eu un petit souci, je l'ai pêché en retard, j'étais en vacances. Donc j'ai pas pu enchaîner. Mais j'étais content de retrouver ces gamins si attachants, malgré une saison 2 en dents de scie. J'avais tellement kiffé la saison 1, elle était parfaite. Une des meilleures séries de 2016. Qui méritait toutes ces louanges, on flirtait parfaitement avec la nostalgie des années 80. C'était une sorte de Goonies remis au goût du jour, un cast parfait, superbe réalisation, just gorgeous. Mais la saison 2 est arrivée, et la série est un peu partie dans le décor. Je ne retrouvais plus le charme que j'avais trouvé dans cette saison 1. Elle tirait en longueur, je suis vraiment ennuyé. Les personnages perdaient de leur superbe, il y en avait qui étaient vraiment détestables, n'est-ce pas Mike et Eleven? Et cette histoire de référence aux 80s était beaucoup moins subtile que dans la saison 1. Avec cette saison 3, j'étais super content, et peu de critiques que j'ai lues dessus étaient dithyrambiques. J'ai trouvé le développement intéressant parce que Netflix et les Duffer Brothers ont pris leur temps pour la mettre en chantier. C'est vraiment cool que ce genre de série blockbuster ait pris 2 années pour revenir. J'ai trouvé ça très intelligent, messieurs. Et il y avait ce poster qui était super classe, les acteurs avaient grandi. J'étais excité comme une puce parce que tous les voyants étaient au vert pour passer 8 heures canant avec nos kids dans le vent. Et mon ami, ça a rapidement été la douche froide. Les défauts de la saison 2 sont revenus un peu plus accentués et j'ai l'impression que cette série est en train de se perdre tout doucement. J'ai pas détesté, c'est loin d'être nul, mais on est très loin des qualités de la saison 1. Mais il n'y avait pas que des défauts, donc partons sur ce qui a été positif. Que c'est l'été mon gars, faut être cool. J'ai kiffé le premier épisode, voilà, une bonne introduction, les retrouvailles de tous les potes. Et on fait un peu partie de la bande, on fait partie intégrante de ces retrouvailles, c'était super cool. Ils ont pris de l'âge, ils ont grandi, ils ont d'autres centres d'intérêt. Toujours excellent de voir les différentes relations amicales, amoureuses et familiales qu'ils ont entre eux. Il y a un truc qui m'a frappé, je sais pas s'il y a eu un range de budget ou ils se sont améliorés là-dessus. La réalisation est à tomber, et ça, sur les 8 épisodes. Il n'y a rien à dire. La plastique est formidable, la photo est canon, juste sublime. Bravo messieurs encore. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est une série sur les jeunes, mais c'est aussi un petit constat politique. On est au balbutiement d'une transformation sociétale. Hawkins est une petite ville, un petit village où tout le monde se connaît. Ça aussi, c'est une grande qualité de cette série. Petit côté, petite maison à la prairie, 80s, très cute. Et on voit que la ville est en mutation, parce que c'est la disparition des commerces de proximité pour laisser place à un énorme mall, un centre commercial géant, où toutes les marques sont arrivées. Tous les gens ont délaissé la petite rue commerçante qu'on voyait dans la saison 1 pour partir s'éclater et consommer un maximum dans ce mall. Donc il y a un petit tac au consumérisme, et ça c'est très intelligent, même si ça en fait un petit défaut, je le dirai après. Welcome to the mall. Dédicace à Robin, How I Met Your Mother. On s'était bien avant le final. Avec la petite amie de Dustin qu'il a eu dans sa colonie de vacances scientifiques. Le mec, personne n'y croit. J'avais du mal avec Eleven et Mike dans la précédente saison. Mais là, ça m'a rappelé un petit peu mes amours d'ado. Parce que c'est un peu difficile à cette période. Un jour, tu es love to love. Et le lendemain, tu te fais jeter comme une vieille chaussette. J'ai connu ça. C'est encore douloureux. Cette saison se passe en été. Ils sont en fin de vacances. Ils sont en mode relax. Jusqu'à que la menace débarque. Là a commencé ma semi-déception. Mais ça me dérange pas. Parce qu'il y a beaucoup de mystères qui entourent le Upside Down. C'est vraiment l'arc que je kiffe. Et sincèrement, dans la saison 2, tellement c'était poussif, j'étais un peu perdu. De faire revenir cet enjeu, ça permettait quelque part de le conclure. Même s'il y avait une redite qui était un peu relou. Parce qu'on se dit Stranger Things au pluriel, plusieurs choses peuvent arriver. Plusieurs menaces peuvent débarquer. Surtout dans cette ville qui est un aimant en bruit. Et on reste un peu beaucoup dans le même délire. On est dans une saison 3, j'aurais préféré entre guillemets qu'un autre bad guy débarque. Ensuite, ce qui était cool et qui va le devenir beaucoup moins plus tard, l'usance de l'URSS, la Russie. On est en pleine guerre froide. Les Russes dans les années 80 étaient des stéréotypes de méchants dans tous les films d'action qu'on connaît. Comme c'est une série qui fait des références à ce genre de cinéma, ça m'a pas dérangé. Mais au départ, ils étaient pris pour une menace. Et après, quelque part, c'est devenu un caution comique. Je ne sais pas comment ils étaient au courant qu'il y avait un tel bordel dans cette ville. Ok. Mais c'était aussi intéressant dans la politique, parce qu'on a affaire à un maire qui est corrompu. En plus, c'est l'acteur de Princess Bride, encore un film des années 80 qui est culte. Après Sean Astin dans les Goonies, encore un mec de cette époque. Le premier truc qui m'a fait tiquer, c'est ces Russes. Présenté comme une menace, je veux bien, parce que quand même, c'est un peuple assez vénère, on est en pleine guerre froide. Les tensions politiques entre ces deux pays ne font que s'accroître au fur et à mesure des années. Donc, c'est cohérent. Mais ça a vite tourné n'importe nawak. Parce que ça allait. Tant qu'on n'avait pas vu ce qui se passait en dessous d'Hawkins, c'est une histoire vraie, je te conseille la série The Americans, parce qu'il y avait des agents du KGB qui étaient infiltrés à l'intérieur de la société américaine, et ce à tous les niveaux. Donc je me suis dit qu'ils allaient traiter un peu la chose de cette façon, mais c'était un peu du foutage de gueule, on était à fond dans le cliché, et ce qui m'a dérangé, c'est que c'était over the top. Bien qu'il y ait une vingtaine de Russes un peu placés dans Hawkins, qui enquêtent, qui ont compris les tenants et les aboutissants du Upside Down, et même l'histoire du centre commercial qui est financé par eux, je veux bien aussi, y a pas de problème, les mecs ont du blé. Et quand tu vois qu'à l'intérieur du sous-sol Starcourt, qu'ils ont ramené toute l'armée rouge de Russie, c'est une véritable base militaire et scientifique, ils sont en train de bosser, de comploter, et ils veulent utiliser cette menace comme une arme, alors que le problème était résolu dans la saison 2. Et là, franchement, je suis complètement sorti de la série. Ça n'allait plus.
Donc pour me motiver à finir, j'ai regardé ça comme une comédie. Et j'ai tiré un peu la langue sur la fin, j'ai vraiment eu du mal à finir. Parce que c'est parti en cacahuète totale quoi. Restons encore un peu sur le positif, il y a des choses qui m'ont fait sourire. J'ai beaucoup aimé le personnage de Smirnoff. Le mec c'était un peu The Terminal avec Tom Hanks, découvre le rêve américain, qui s'éclate dans une fête foraine, qui boit des granités à la station-service. Ça c'était cool. Bien aimé aussi l'ennemi bien stéréotypé, Mother Russia, qui fait référence à Terminator. Le mec il est là du début à la fin, j'ai beaucoup aimé le mano à mano avec Cooper. C'était excellent. Et c'est un peu près tout. Après ça part en sucette. La force de Stranger Things, c'était ses acteurs et ses persos. Ils ont commencé à m'agacer la saison dernière. Comme je t'ai dit, c'était Eleven et Mike. Mais Eleven et Mike ont emmené à peu près tout le monde dans le même sillon. Déjà, il y a un problème au niveau de cette bande. Comme on le voyait dans les films auxquels ils font référence, ils sont pas tous obligés d'être intelligents. Ils sont pas tous obligés d'être des génies. Et malheureusement, dans cette série, c'est tous des tronches. Mais les mecs peuvent faire face à tout. C'est Mission Impossible du Kids. Surtout quand on te présente les nouveaux personnages. T'as Erika, la petite sœur de Lucas, comment dire ça poliment, qui est une petite garce, il faut l'avouer. La meuf est censée être drôle, mais sincèrement, si j'aurais pu lui mettre des baffes, j'aurais mis des baffes. Fermez-lui sa tronche! La gamine, elle a un doctorat en économie, elle a un doctorat en politique, elle connaît absolument tout. La fille du Macho-Man et de Ethan Hawke, très sympa. Mais directement, elle arrive à te décoder un message en russe. Waouh! Et deux qui me sortaient par les oreilles la saison dernière. Billy. Au départ, j'aimais bien parce qu'il y a un petit cliff avec lui sur la fin du premier épisode. J'ai fait, oh purée, ils ont du courage. Ils vont en finir avec lui, yes! Ils ont vu que c'était un boulet. Et bah non, c'est aussi un fil rouge de toute la saison. Je veux bien que ce soit une tête d'affiche parce qu'il a joué dans Power Rangers. C'est un mec qui parle aux kids. Mais franchement, qu'est-ce qu'il est arrogant et relou. Et sa sœur, la même. Le problème de tout ça, c'est que ça fait beaucoup de tête à baffe. Et ça fait beaucoup de gamins qui ne parlent pas et qui ne réagissent pas comme des gamins. Les autres, je vais bien, ceux qui étaient là au début, tout ce qui leur est arrivé, ils ont pris l'expérience. Et les autres, qui débarquent, non! Tu découvres que l'autre a des pouvoirs télékinésiques, ça te fait rien. Tu découvres qu'il y a une menace dans ta ville avec un monstre, qu'il y a une armée russe dans tes sous-sols, et ça te fait même pas frémir. Tu découvres qu'il y a un monstre, façon The Thing, parce qu'il y a beaucoup de références à Carpenter, parce que c'est un des maîtres du genre. Et là, vraiment, la série est basée sur The Thing, surtout au niveau de la menace. Ça aussi, c'était pas mal. J'ai bien aimé le côté horrifique. Je peux dire que j'ai flippé, mais il y avait des bons petits rebondissements. Ça mettait en pression, mais c'était sans conséquence. Parce que les gens qui se sont fait choper par cette chose démoniaque qui se nourrit des habitants d'Hawkins pour monter en puissance, c'est des nobody. Tout le monde s'en fout d'eux. Même la petite vieille qu'on a essayé de rendre attachante au départ, à la base tu t'en fous quoi. Les conséquences sont minimes, et je les trouve vraiment plein de sang-froid par rapport à cette chose effrayante et dégueulasse. J'ai un gros degré d'incrédulité, je ne demande pas du réalisme, je suis au courant qu'il n'y a pas de dimension parallèle à la nôtre, à part si vous me la cachez, mais sincèrement, donnez-moi un peu de vraisemblance et un peu de cohérence sur l'acte de ces gamins. Même leur réaction au niveau familial, complètement incohérente, parce qu'ils envoient tellement d'informations, il se passe tellement de choses, que j'ai complètement oublié que Erika était la sœur de Lucas, j'ai complètement oublié que Nancy était la sœur de Mike, etc. Et ils nous font encore une revisite par rapport à la saison dernière. Ils sont tous séparés pour se retrouver et éradiquer la menace, et ils ont fait la même chose cette saison. Plusieurs teams différentes, la team Ice Cream, Team Eleven, la team Nancy et son boyfriend, façon journaliste d'investigation, les adultes d'un côté, qui passent vraiment pour des teubés dans cette série, parce que les enfants sont des génies, ils vont tous se retrouver à la fin de l'avant-dernier épisode pour boucler le dossier pour le dernier, mais c'est un peu chiant quoi. Parce qu'il n'y a pas vraiment de surprise. Et idem, grosse menace, effrayante, on pense qu'ils vont y passer, mais c'est toujours Eleven qui résout l'affaire. Et la pauvre, elle a fait que ça toute la saison, quoi. On a du mal à s'attacher à ce personnage qui était très mignonne au départ. Je la kiffais toute chauve, là. Toute sympa, on aurait dit une petite Nathalie Portman. Mais plus elle grandit, plus ça va pas. Parce qu'elle a plus beaucoup de choses à nous vendre. À part gueuler, saigner du pif, s'embrouiller avec son père d'adoption, plus grand chose. Lui, qui était un personnage super sympa, Hooper, je kiffais. Qu'est-ce qu'il était chiant sur cette saison. Rien qui gueule, rien qui se plaint. Qu'est-ce qu'il était relou. Winona Ryder, très mignonne, hein. Moi je kiffe Winona, j'étais amoureux d'elle, comme tous les gamins de ma génération. Là aussi incompréhensible, surtout la scène de fin, quand ils infiltrent la base et se déguisent en soldats, mais on aurait dit la 7ème compagnie quoi. C'était n'importe quoi. Et deux choses qui m'ont eu au plus haut point. Sincèrement, c'est une série référence hein, qui rend hommage à tout ça. À un moment, on n'est plus dans l'hommage. À un moment, la référence, on te latte la gueule pour te dire attention, et ça c'est Back to the Future. Et ça c'est Jaws, et ça c'est Spielberg, et ça c'est Stand By Me. Sur la première saison, on savait, ils avaient pas besoin de nommer les choses pour savoir de quoi on parle quoi. Beaucoup de films qui sont en film référence, qui rendent hommage, mais t'as pas besoin de citer quoi. Ne cite pas ce que tu fais. La personne qui est fan de cinéma, c'est de quoi tu parles. Et en plus, vous le faites de plus en plus mal. L'autre elle ouvre son comics, tu sais qui c'est elle? C'est Wonder Woman, et Wonder Woman elle fait ça. Ça c'est les pouvoirs de Cyborg. Arrêtez. On est en pleine revanche du geek. Tout le monde est au courant maintenant. Donc arrêtez de le pointer du doigt, arrêtez de nous montrer, arrêtez d'expliquer. Stop. Arrêtez de mettre pause et de dire attention, on va parler de Poltergeist. Non, il suffit, d'accord? Et comme c'est une série à succès, tête de gondole de Netflix, placée le 4 juillet avec aucun autre contenu ajouté, parce que Netflix rajoute beaucoup de films et de séries le vendredi, là vraiment ils étaient seuls. Il fallait absolument la regarder. 4 juillet, jour férié aux États-Unis. Donc je te raconte pas le nombre de clics qu'il y a eu. C'est une véritable marque et c'est en train de devenir plus une brand qu'une série. Et ça me dérange quoi. Parce que franchement, tous ces placements de produits, on n'en peut plus quoi. Ils ont mis son commercial en plus. C'est un truc de malade. 7-11, burger con, tu veux te boire un cocu? Ça suffit. Bien que les séries vivent avec l'oseille de toutes ces marques. Mais là c'est trop là. C'est du jamais vu. Voilà, avec tous ces petits ennuis, on a du mal à frissonner. Comme jadis,
Parce que j'ai l'impression que c'était en 2016, mais il s'est passé tellement de séries entre temps. Il y a tellement eu de contenu sur la même thématique, et ces contenus sont aussi les dividendes de Stranger Things. Ils ont compris que le teenager référence, ça marchait bien, mais sincèrement, il n'y a plus aucune émotion. Il n'y a plus ce petit frisson que j'avais dans les premiers épisodes, alors que la série est de meilleure qualité plastique. C'est un bel emballage, un beau gâteau, une belle pièce montée, mais sincèrement, faiblesse d'écriture. Je veux dire, paresse d'écriture, vous prenez même plus la tête quoi. Tout le monde m'a vendu les 2 derniers épisodes comme une montagne d'émotions, absolument rien ressenti. Et la façon dont c'est joué aussi, les réactions de Max par rapport à Billy, avec tout ce qu'il est en train de subir par rapport à cette saison, je capte pas. Nancy qui tire comme Sarah Connor, ça m'a complètement sorti du truc aussi. On m'a vendu des larmes, elles ne sont jamais venues. Le petit épilogue est sympa, juste par rapport à la musique. Hero de David Bowie, repris par Peter Gabriel, c'est une des meilleures versions que je connaisse, magnifique. Et 2 qui réagissent normalement comme des enfants de leur âge, ou un ado de son âge parce qu'il a 17 ans, c'est Will et son frangin. Mais vu qu'ils ont pas grand chose à faire, on les met pas assez en avant, surtout Will le pauvre avec tout ce qu'il a subi sur les 2 dernières saisons, je pensais qu'il allait avoir un autre rôle. Et lui aussi, c'est un peu un vu et revu. Le pauvre, seulement il a une coupe de merde, et là il est complètement quelconque. Pauvre Will! Et un autre que j'ai failli oublier mais faut le mentionner, c'est un personnage qui a évolué depuis Day One jusqu'à la fin de cette saison 3. Steve Harrington est magnifique, c'est un de mes persos préférés. Petite commande par rapport à la saison 4, si tu resserres un peu ton intrigue sur quelques persos, Steve, Dustin, tu leur fais une aventure à eux. Parfait, parce que les autres là. On a fait un peu le tour d'Hawkins, et on va conclure. Pour conclure sur Stranger Things, un petit peu mieux que la saison 2, mais je ne retrouve pas le charme d'antan qu'il y avait dans la saison 1. J'ai l'impression que cette série est en train de se perdre. Comme une sorte de perte de foi, perte de l'innocence. Bon sujet de philosophie d'ailleurs. Trop de références, tout la référence. Mauvais fanservice. J'espérais vraiment que cette saison 3 relance complètement l'univers, l'élargit, mais malheureusement, on est resté un peu dans le same. En plus, il y a une scène post-générique, et même eux, ils font ça, et on aura toujours la même menace dans la saison 4, et ça m'ennuie. Très cool de revoir certains de ces acteurs, d'autres, j'en peux plus. Tuez-les! C'est une série qui est assez violente quand même, c'est un Peggy 16. C'est un peu cruel, parce que c'est des gamins. Il y en a qu'il faut qu'ils disparaissent, quoi. Faites un spin-off sur notre ville, relancez la machine, parce qu'elle est en train de s'enrayer, elle est en train de s'enliser dans le sol, dans le sous-sol d'Hawkins, là tout au fond, elle a plus remonté. Un peu triste d'avoir fait cette critique, que j'aime ces gamins, j'ai aimé cette saison 1. Cette saison 1 même pouvait se suffire à elle-même. Quand tu vois ce qui est en train de devenir la série, ça me fait vraiment chier pour eux, sincèrement. Bon, il n'y aura pas d'annulation parce que ça fonctionne, mais c'est pas une série que je veux voir faiblir, c'est pas une série que j'ai envie d'arrêter, c'est pas une série que j'ai envie de voir disparaître dans la médiocrité. Faites quelque chose s'il vous plaît, reprenez-vous. Je serai fidèle à la saison 4, je veux être là. J'aime bien les années 80 moi. Mais arrêtez de dire que c'était si cool que ça, bon sang. Terminus pour Stranger Things, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Merci pour tes partages, tes likes, tes commentaires. Je t'envoie un magnifique peace and love.